Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Nice Matin pour cette émission consacrée à l'audition des enfants et réalisée en partenariat avec le groupe Audition Conseil. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'audition qui est organisée par l'association du même nom et qui est consacrée cette année, et ce n'est pas si fréquent, à la santé auditive des enfants. Alors, pour évoquer cette question majeure, nous avons réuni sur le plateau un certain nombre de spécialistes que je vais vous présenter rapidement, à commencer par le docteur Sonanda Bayeux, responsable du service ORL pédiatrique au sein des hôpitaux, on dit des hôpitaux pédiatriques CHU Lanval, c'est bien ça? Hôpitaux pédiatriques de Nice, CHU Lanval. Ah, j'avais oublié de Nice, voilà. Et donc vous êtes un maillon bien évidemment indispensable de la chaîne de la prise en charge des troubles auditifs, puisque c'est à partir de vous que tout va pouvoir se mettre en place, mais on le précisera un petit peu tout à l'heure. Et vous travaillez surtout en partenariat avec d'autres paramédicaux, professionnels de santé, et notamment les orthophonistes. Et nous sommes ravis d'accueillir Coralie Brosse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes orthophoniste. Vous travaillez dans deux endroits importants. À l'IES Les Chanterelles, qui est un centre de surdité, c'est ça? Absolument, qui accueille des enfants, des petits-enfants de 0 à 12 ans, qui présentent des surdités importantes. Importantes, ouais. D'accord. Et vous exercez également au sein des hôpitaux pédiatriques de Nice et CHU Lanval, au sein de donc, le service dirigé par Absolument, le docteur au sein Bayeux. de la consultation pluridisciplinaire surdité. D'accord, très bien. Nous sommes également ravis d'accueillir Clarisse Pozzo-Di-Borgo. Vous êtes audioprothésiste avec une spécialité en pédiatrie et vous exercez au sein du groupe Audition Conseil. Tout à fait. Votre mission, vous, c'est effectivement l'appareillage des plus jeunes, les réglages. Voilà, l'accompagnement des enfants avec leurs appareils, l'accompagnement des parents et des enfants lorsqu'on met un appareil pour les enfants. Très bien, merci. Et bien sûr, Jean-Michel Sala. Jean-Michel Sala, qui est directeur régional du groupe Audition Conseil, et effectivement, sans lequel cette émission n'aurait pas eu lieu, puisque vous avez permis, vous, de réunir tous ces professionnels. C'est pas habituel de parler de la santé auditive des enfants. On se préoccupe beaucoup des personnes âgées, on va dire âgées, en tout cas des plus de 50 ans. Pourquoi, cette année, on a décidé de se préoccuper de cette problématique? Est-ce qu'il y a des chiffres? C'est vrai alarmants, vraiment? Oui, absolument. Cette émission, d'ailleurs, est sous l'égide des JNA et porte bien son nom, Petites oreilles, grand risque. Gros risque, ouais. Alors juste pour rappeler, c'est intéressant de rappeler quelques chiffres, mais je ne vais pas sombrer dans l'arithmétique, mais juste pour éveiller un peu cette actualité. Et il y a justement un sondage que je vais relayer, JNA IFOP 2023, oui, qui est très intéressant, et juste deux chiffres qui me paraissent très pertinents. 1,3 million d'enfants ont consulté un ORL, bien sûr par l'intermédiaire de leurs parents en consultation. Des enfants de quel âge? Des enfants de moins de 10 ans qui souffraient d'acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements ou bruits, sifflements dans les oreilles. Il faut savoir quand même que les acouphènes, ça relève d'un dysfonctionnement auditif profond et aussi révèle une souffrance de l'oreille interne. Il y a aussi 660 000 enfants de moins de 10 ans où on a détecté une surdité légère, modérée à sévère. Donc, c'est énorme. Effectivement... Mais est-ce qu'on a la possibilité de comparer? Parce que quand on donne ces chiffres, il faut les mettre en perspective. Donc, mais est-ce qu'on sait si la situation est aggravée ou... Alors oui, alors on ne peut pas les comparer strictement, j'allais dire d'un point de vue arithmétique, mais quand même, on sait que la tendance est à la hausse, puisque l'année dernière déjà, il y avait un sondage qui avait été fait, pas aussi poussé qu'aujourd'hui en termes démographiques, mais qui montrait quand même déjà une grande problématique de santé publique à ce niveau-là. Et surtout, on s'aperçoit que ça a augmenté d'un facteur 3 par rapport à justement le dernier sondage qui avait été fait. Facteur 3, c'est énorme. Facteur 3, c'est quand même énorme. Docteur Bayeux, vous, ça ne va pas trop vous surprendre parce que c'est votre quotidien de recevoir ces enfants-là. Mais avant que vous nous précisiez un petit peu tout ça, je voudrais
juste que vous dressiez un petit peu un tableau de ce qu'est la surdité. De quoi parle-t-on? Jean-Michel Sarlat vient de parler d'acouphènes. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de surdité? On pense pour un certain nombre d'entre nous à la surdité à la naissance des enfants qui naissent sourds. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, non? C'est effectivement plus complexe. En fait, si on parle de surdité de l'enfant, on va englober toutes les surdités de 0 à 18 ans, donc les surdités congénitales dont vous avez parlé, celles qui sont présentes à la naissance, qui ont un certain nombre de causes dont une grande partie peut être génétique. Et ensuite, on va inclure là-dedans les surdités acquises et on va inclure là-dedans les surdités de l'adolescent et ce dont parlait Jean-Michel Sarlat, les surdités induites par le bruit notamment et qui ont l'air d'exploser chez nos adolescents avec les utilisations de plus en plus importantes d'écouteurs de musique personnelle. Il y a des... Oui. Mais ça sera peut-être l'objet d'une question ultérieure. Va y revenir. Quand on s'intéresse à la surdité de l'enfant, justement, en comparaison avec l'adulte, ce qui est important, c'est que l'enfant, le petit enfant, n'a pas encore mis en place sa communication. Et tout l'enjeu de la prise en charge de la surdité, c'est de l'aider à acquérir une communication, un mode de communication qui sera choisi avec les parents. Et d'ailleurs, quand on parle de surdité, au-delà du niveau de surdité qui peut être de léger à profond, on va parler chez l'enfant de surdité prélinguale, périlinguale ou postlinguale parce que la prise en charge sera différente. Avant, pendant ou plus tard dans l'acquisition du langage. Exactement. Mais en fait, c'est ce que vous venez de dire, hein, c'est pas du tout au rien. C'est-à-dire qu'on imagine l'enfant en est sourd, il n'entend rien, j'ai envie de dire, ça doit être assez simple. Dans l'imaginaire commun, quand on dit surdité, on entend surdité profonde, alors qu'en fait, on a tout un panel de degrés de surdité qui peuvent aller de choses relativement légères qu'on peut mettre un petit moment à dépister. On pourra parler également des signes d'appel de ces surdités. Oui, c'est très important. Jusqu'aux surdités profondes qui, quelque part, sont plus faciles à diagnostiquer et donc font moins débat sur la prise en charge possible. D'accord. Et est-ce que la surdité de l'enfant, parce que c'est vrai que la journée nationale de l'audition, c'est plutôt les moins de 10 ans, est-ce que la surdité de l'enfant de moins de 10 ans, elle est similaire à la surdité de l'adolescent parce qu'on imagine que, de toute façon, les causes ne sont pas les mêmes. Dans les causes acquises sont différentes aussi. J'imagine que chez le jeune enfant, ça va être plutôt les otites, on parle beaucoup des otites, etc. Pour les ados, on parle plutôt d'écoute. Ça va être d'autres types de surdité. Par exemple, si on parle des otites, on va plutôt rentrer dans le contexte de surdité réversible. Nous, on va s'intéresser plutôt aujourd'hui, une fois qu'on a traité l'épisode d'otite ou les otites qui peuvent... Il ne gardera pas de séquelles auditives, non? On peut garder des séquelles auditives si on a une répétition nombreuse du nombre d'infections chez l'enfant. Mais l'otite crée une surdité transitoire. Et l'otite chronique crée une surdité transitoire qui potentiellement peut être réparée sous certaines conditions. Nous, on va s'intéresser plutôt aujourd'hui aux surdités congénitales, aux surdités acquises, plutôt neurosensorielles peut-être pour pas s'éparpiller, parce qu'on peut avoir aussi des surdités. Oui, on imagine, c'est un champ immense. Exactement. Donc, on va dire les surdités congénitales, l'enfant naît avec. Il peut, alors vous avez parlé des causes génétiques, mais j'imagine qu'il y a des causes aussi d'exposition de la mère pendant sa grossesse. Il y a un certain nombre de facteurs de risque, notamment infectieux, qui sont connus depuis un petit moment maintenant. La rubéole, non, c'est pas ça. La rubéole, voilà. Il y a toutes ces viroses qui font l'objet de vaccination maintenant. Une des causes maintenant qui prend grandement le pas sur les autres causes, c'est l'infection materno-fétale à cytomégalovirus, qui peut se manifester comme un épisode classique de rhume, de grippe, et qui peut causer donc un grand nombre de surdités congénitales, mais d'autres malformations associées chez les fœtus qui peuvent être très, très sévères. Excusez-moi, cette question très bête, mais la maman enceinte qui est exposée elle-même à des bruits intenses, est-ce que le bébé, pendant son développement, peut être perturbé par ces bruits et avoir lui-même des Alors, troubles. Perturbé, oui. Est-ce que ça peut causer une surdité? À ma connaissance, non. Ouais. Perturbé, parce que oui, on commence à entendre des bruits dès le 5e mois, dès le 5e mois de grossesse. Le bébé peut entendre des bruits. En revanche, est-ce que ça peut avoir un retentissement sur son audition et une baisse auditive à la naissance?
Je ne crois pas. Pas Comme, par exemple, non. si on parlait d'une exposition à un bruit fort au cours d'un concert, un bruit de tonnerre ou un bruit comme dans l'armée, par exemple, ça peut pas, je ne crois pas que ça puisse retentir sur l'audition du nouveau-né. Alors, on va peut-être commencer, on va commencer à parler de ces surdité congénitales. Comment les parents sont alertés ou les professionnels? Est-ce qu'elles sont faciles à découvrir? Peut-être Coralie Brosse? Oui, alors tout dépend du degré de surdité, je crois, et tout dépend de l'âge de l'enfant. Plus la surdité est importante, plus elle est facile à sentir chez les parents. Ils vont se rendre compte qu'ils appellent leur enfant, ils ne se retournent pas, ou même tout bébé, j'imagine. Absolument. Donc chez les bébés, c'est des signes d'appel qui peuvent être un bébé trop calme, par exemple, qui réagit vraiment pas beaucoup, un bébé qui pleure beaucoup, au contraire. En tout cas, un bébé qui diffère un tout petit peu de la norme attendue. Chez les tout-petits, avec des surdités très importantes, ça peut être ça. Chez les tout-petits, les surdités moins importantes sont plus difficiles à ressentir. Les signes d'appel sont moins probants. Quand l'enfant est un petit peu plus grand, un enfant, par exemple, qui a 3 ans ou à peu près vers cet âge-là, les signes d'appel, ça peut être un langage qui se met difficilement en place, par exemple. Il ne va pas avoir les mots n'arrivent pas, c'est ça, par exemple? Voilà, les mots n'arrivent pas, les mots arrivent déformés, des mots qui ne sont pas bien compris, des mots qui sont confondus avec des mots qui se ressemblent, qui sont confondus. Ça peut être aussi des signes un petit peu alarmants au niveau du comportement. Un enfant... tout petit déjà, comme ça? Vers Oui, dès 3, le plus jeune 4, âge. 5 ans, ça peut, un enfant qui est par exemple très agité ou au contraire un enfant très renfermé, ça peut être des signes d'appel qui peuvent nous faire penser à un problème auditif. Mais excusez-moi, l'enfant de cet âge-là n'est pas capable de dire j'entends pas, c'est ça. À moins de 4-5 ans, il ne peut pas conceptualiser ça. Si sa référence a toujours été de ne pas entendre, en fait, il ne sait pas le verbaliser. Et parfois, même, il ne peut pas le dire puisqu'il n'a pas suffisamment de langage pour le préciser. Ça dépend un petit peu quand arrive la surdité, si elle a été évolutive ou si elle est diagnostiquée dès le départ, en fait. Oui, vous vouliez compléter. Donc, on n'a pas évoqué l'intérêt du dépistage néonatal oui, voilà. qui nous Donc permet c'est pour quand ça, même... parce qu'avant même les signes d'appel par les parents, Oui. j'imagine que notre système de santé a déjà mis en place quelque chose pour les dépister. Le dépistage néonatal de la surdité est relativement récent en France. Le décret date de 2012. La mise en place, déploiement a commencé en 2014. Ah oui, c'est pas très vieux. Oui, donc le dépistage de la surdité est proposé systématiquement dans toutes les maternités à la naissance. Il peut être refusé par les parents. Donc, c'est un choix des parents d'accepter ou non. Ça se produit rarement, mais ça permet de diagnostiquer toutes les surdités au-delà de 30 décibels. D'accord. Ce qui fait des surdités légères un peu plus. Si on prend, par exemple, il y a 10-15 ans, on avait un tiers des surdités qui étaient diagnostiquées avant l'âge de 1 an. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. Ah oui, donc on a fait de gros progrès. Effectivement, ça a permis. Mais là, permis... on est dans les surdités assez sévères. On est, non, dans les surdités, 30 décibels, c'est pour, si on doit vous donner un mode de comparaison, l'intensité de ma voix là, c'est à peu près 40-45 décibels. Donc, ça reste des surdités relativement... c'est léger à modéré, en fait. Léger à modéré. Donc, celle-ci, vous dites 80% finalement ne passe pas le filtre du diagnostic. Exactement. Reste ces 20%. Alors, reste ces 20%, un peu moins on espère. Sur le papier, en gros, le déploiement du dépistage, on est à peu près, en fonction des régions, l'objectif, c'est entre 90 et 95%. D'accord. Ou qu'on soit dans quelques maternités où on accouche, ce test est fait... Chaque région organise le dépistage de sa région et les moyens ont été donnés aux maternités d'acquérir du matériel. D'accord. Il y a une formation qui est faite par chaque service d'ORL référent pour toutes les maternités de sa région. D'accord. Et les parents, donc, pourraient se sentir tranquilles, j'ai envie de dire, puisqu'ils disent voilà, j'ai accouché, mon enfant, voilà, tout va bien, ils peuvent se sentir tranquilles, mais en fait, la réalité est plus complexe, c'est ça. Et il y a des surdités qui vont évoluer. Absolument.
c'est peut-être ce pourcentage d'enfants qui n'est pas diagnostiqué au fur et à mesure de son avancée en âge. D'accord. Ces surdités soit évolutives, soit acquises. Donc une surdité qui, par exemple, apparaît à l'âge de 2 ans chez un enfant. L'enfant a réussi, entre guillemets, son dépistage néonatal, mais en revanche, une surdité peut s'installer soit de manière brusque. Là, l'enfant, comme on disait tout à l'heure, va se rendre compte que quelque chose a changé, mais si la surdité s'installe de manière progressive, oui. c'est quelque chose d'un petit peu insidieux pour l'enfant, qui ne s'aperçoit pas forcément que son audition change au fur et à mesure du temps. Et c'est ces enfants-là qui passent un petit peu au travers des mailles du filet, oui. Et donc, c'est là qu'on évoquait, on est peut-être allé un peu trop rapidement sur les signes d'appel. Et là, vous avez évoqué effectivement des choses qui peuvent être évidentes, et puis des troubles même des troubles du comportement, c'est-à-dire l'enfant qui est un peu en retrait ou agité, c'est ça? Parfois une grande fatigabilité, en fait, parce que les enfants font un petit peu de suppléance, qu'on pense, et donc ils mettent beaucoup d'énergie. Et le soir, ils sont très fatigués, mais parfois, la fatigabilité, ça s'exprime par une hyperactivité. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont ingérables le soir, parce qu'ils ont tellement pris sur eux dans la journée pour compenser qu'ils sont épuisés et très irritables. J'imagine. Oui, pardon, Jean-Michel. Dans la continuité, j'aimerais juste préciser une chose. 2012-2014, enfin, mise en place en 2014, ça veut dire que finalement, des enfants aujourd'hui qui ont 9 ans, 9-10 ans, qui sont scolarisés et qui, eux, ont des troubles auditifs. Enfin, on a une forte proportion d'enfants qui sont potentiellement non dépistés et donc chez qui on peut trouver des troubles auditifs assez tardivement. Et ils sont très compliqués à dépister, justement. Parce que ces troubles du comportement, cette fatigue, l'enfant est agité, on ne pense pas tout de suite. Manque de concentration. Alors, effectivement, le système scolaire fait que on a un grand besoin des enseignants, un grand besoin de toutes ces équipes d'enseignement pour justement aller dépister l'enfant qui a un manque de concentration, mais qui pourtant, d'un point de vue cognitif, est très très bien développé. Il y a l'aide des parents aussi. Enfin, il est fréquent que ce soit l'école qui signale le problème, ou c'est plutôt une autre... Non, pas vraiment, c'est un faible pourcentage. Enfin, je trouve à mes yeux, c'est pas une majorité. C'est Oui. vraiment principalement les parents. Et quand on va justement à travers ce sondage IFOP, qui était intéressant, c'est le père aussi. Le père. Peu plus que la mais mère. Il sert à quelque dire. chose, le papa. Oui, voilà, apparemment à dépister. Après, il sert à dépister son enfant. Pourquoi? Parce que non, pourquoi en fait, le père c'est le résultat qui est assez surprenant, puisque le papa, justement, a une plus forte proportion à s'apercevoir dans le ressenti que son enfant a une problématique d'audition. D'accord. Il y a tous les apprentissages à l'école, justement, en CP ou autre, quand il y a un petit décalage, souvent on se pose la question sur les yeux, déjà, est-ce qu'on voit bien? Et puis après, c'est effectivement, est-ce qu'il entend bien? D'accord. Et on dit aussi que souvent, c'est l'orthophoniste consulté pour autre chose, parce qu'il trouble un petit peu d'apprentissage, qui va mettre... vraiment le doigt dessus. C'est assez surprenant, mais ça peut arriver. En fait, donc l'orthophoniste n'est pas là pour la prise en charge de la surdité, mais elle est là dans l'entrée, dans le diagnostic, c'est ça? Exactement, ça fait vraiment partie, ça fait vraiment partie dans un bilan orthophonique de s'assurer que l'audition est intègre. Vous y pensez toutes, les orthophonistes, quand un enfant a un trouble d'apprentissage? Un trouble d'apprentissage, oui, quel qu'il soit. On pense toujours... On élimine en tout cas un trouble de l'audition. Oui. C'est la première étape. Oui. Et vous éliminez comment? Parce que vous adressez au docteur. Oui, on a régulièrement des demandes de la part des orthophonistes qui suivent les enfants depuis un petit moment déjà pour des troubles du langage, des troubles d'entrée dans la lecture ou tous les troubles appelés 10 qu'on peut avoir à l'école. Systématiquement, elles demandent un bilan auditif. D'accord. Et alors, c'est vrai qu'on ne va pas être noyé sur les chiffres, mais il n'est pas si rare que ce trouble 10 ou autre, ou derrière, il se... Alors, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on parle d'un phénomène. Oui, sur le côté découverte d'une surdité, c'est quand même relativement rare, mais on a tous des histoires en tête, et pas plus loin qu'avant-hier en consultation, on a reçu une petite fille de 6 ans qui est
en parallèle suivi par pour des troubles 10 et chez qui a été découvert, qui vient de l'étranger et chez qui la surdité a été découverte il y a 6 mois, donc appareillée il y a 6 mois. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelle est la poule et quel est l'œuf? Non, pas forcément. Dans tous les cas, c'est dans le cadre du dépistage qu'on l'a eu. Ce qui est plus fréquent chez les troubles 10, c'est justement les problèmes d'otite persistante, otite séreuse persistante, qui peuvent donner un petit souci auditif qui peut être réglé relativement facilement avec des interventions RL classiques. Celles-là, on les a plus fréquemment sur les troubles 10. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand on préparait l'émission, Jean-Michel Salah, vous évoquiez le cas de cet enfant dont la surdité a été révélée à l'occasion du Covid et du masque. C'est pareil. Oui, absolument. Fou, parce c'est un enfant qui avait donc 8 ans lors du Covid. Et il y avait quelques manques de concentration à l'école, mais très, très, très léger. Un enfant qui, scolairement, avait commencé à avoir quelques petits soucis, quelques petits problèmes. Mais ça restait quand même assez léger, et quand il y a eu le Covid, il y a eu le port du masque, et là, ils se sont aperçus qu'il était en lecture labiale très prononcée. Oh. Et après un bilan auditif, on s'est aperçu qu'il avait quand même une perte légère à modérée, mais suffisamment pénalisante pour justement aller l'amener à un processus d'appareillage. D'accord, un enfant. Alors, avant de parler de la prise en charge, je voudrais qu'on parle aussi des ados, puisque eux, les signes d'appel, ils savent qu'ils entendent mal quand même à ce stade, à plus de 10-15 ans, ou même eux ne s'aperçoivent pas de cette perte. Ils s'habituent, en fait. Si on parle des surdités acquises, l'adolescent va, acquises ou même induites par le bruit, l'adolescent va plus avoir tendance ou à se cacher, à banaliser, à se cacher, à se cacher dans le style je me mets en retrait du monde extérieur, donc je fais vraiment mon adolescent et je ne vais pas aller me mêler parce que l'information n'arrive pas à être décryptée du fait de l'audition. La plainte directe est plus rare chez l'adolescent. Là, j'en ai une récemment, une jeune fille qui est venue qui se plaignait de pas quand même pouvoir bien comprendre les langues étrangères, et notamment l'anglais. Elle s'est rendue compte que par rapport à ses copains-copines à côté, qu'il y a des mots, vraiment, elle ne les avait pas compris. Donc c'est comme ça qu'on a refait un bilan auditif, et on s'est aperçu effectivement qu'elle avait une perte importante sur les fréquences aiguës, qui sont quand même importantes pour les apprentissages de langue. C'est elle qui a fait la démarche. Elle s'est rendue compte que quelque chose... entendait mal, c'est presque elle qui a fait cette Voilà, elle s'est dit, mais pourquoi mes voisines comprennent et moi, là, vraiment, j'ai vraiment pas compris du tout ce qui s'est dit. Sans faire un lien du tout. Non, en se disant, il y a quelque chose qui va pas. La plupart de ces surdités, entre guillemets, adolescentes, sont vraiment liées, elles, au bruit, au casque. On a abordé... Non, pas la plupart. Alors, il y a des chiffres alarmants sur le casque. On a tellement accusé l'écoute de musique. Il y a des études récentes qui, par exemple, parlent d'un passage de 15% à quasi 19% des adolescents américains qui souffrent de surdité induite par le bruit. Ça fait énorme. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les publications en général. Ce qui est sûr, c'est que, donc, on le disait, l'utilisation d'un casque pour l'écoute de la musique est de plus en plus important. L'utilisation d'un casque pour les jeux vidéo oui, c'est ça. Il y a aussi, il n'y a pas que la musique. Aussi, avec des adolescents qui mettent fort et qui mettent d'autant plus fort qu'ils veulent plus se mettre dans leur monde, on va dire. Donc le retentissement est vraiment important. Et on ne se rend même plus compte que c'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'habituation à un bruit très fort quand on l'écoute en permanence. Absolument, il y a un véritable phénomène d'habituation. Et d'ailleurs, c'est même le comportement lié au son qui est très particulier, notamment chez l'adolescent. D'accord. En fait, c'est vraiment, il est dans un écosystème où plus c'est fort et plus on est à l'intérieur, plus c'est immersif. J'avais justement, pour relayer un peu un exemple aussi d'un ado qui, on lui permettait d'écouter de la musique, mais en fait, il ne voulait pas l'écouter parce qu'elle était trop faible et que lui, il fallait absolument que la musique, pour qu'elle soit bonne, soit écoutée forte. Oui, mais peu importe la musique, sinon on n'avait pas d'intérêt à l'écouter. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a même plus de plaisir. Même plus de plaisir à l'écouter. Donc c'est complètement institutionnel chez les jeunes adolescents et les adolescents. C'est cette chronicité à écouter avec un casque, etc., mais surtout avec un niveau sonore important, mais pas que.
c'est aussi une durée d'exposition. Ah oui, j'ai envie qui est de dire, importante. parce que j'allais dire, nous aussi, enfin bon, excusez-moi, je suis un peu plus vieille, donc nous aussi, jeunes, on écoutait beaucoup de musique avec nos Walkman à fond la caisse, alors que c'était moins contrôlé qu'aujourd'hui, en plus, ces appareils. Qu'est-ce qui fait la grosse différence? Alors, Oui, mais je vous en prie, je pense allez-y. qu'on les écoutait moins longtemps. Ah. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi une notion de repos d'oreille. C'est-à-dire que sur les lésions que vous allez pouvoir créer sur vos petites cellules ciliées de votre oreille interne, vous avez des lésions qui, au départ, peuvent être réversibles si de temps en temps vous faites des vous pauses. l'apaisez, d'accord. Par contre, si vous passez plusieurs heures dans la journée avec un bruit fort, les lésions deviennent irréversibles. Oui, je dis, en plus, on disons. n'écoute pas forcément que de la musique et donc on écoute beaucoup plus jeune. C'est-à-dire Ah, qu'on on met commence des beaucoup plus écouteurs, tôt. voilà, à l'exposition, à des dessins animés ou autres, et il n'y a pas que de la parole, même dans les dessins animés, il y a de la musique. Donc des petits écoutent très très jeunes, sont exposés beaucoup plus jeunes que nous, adolescents, avec les Walkman, on ne faisait pas ça à 2-3 ans. Et en plus, les normes, le conduit auditif de l'enfant est beaucoup plus petit, beaucoup plus réduit qu'un conduit auditif adulte. Et on ne sait pas encore les normes d'exposition. Aujourd'hui, sont faites pour les adultes. Et comme le conduit auditif de l'enfant est très petit, la pression en fond de conduit arrive très vite. Donc en plus, le son est beaucoup plus amplifié pour le petit. Et on n'a pas de normes pour le coup d'exposition. En tout cas, ce qui est valable pour l'adulte l'est encore plus pour l'enfant. Oui, donc un environnement très défavorable. Et je voudrais quand même qu'on consacre un peu une partie de notre... Parce que le temps file, mais qu'on consacre à la prévention. Mais je voudrais quand même là parler du diagnostic. Parce qu'il va se passer, donc on a évoqué quelques signes d'alerte. Il y a un moment où on va emmener l'enfant chez l'ORL. Et là, le diagnostic, il est posé. Je voudrais savoir comment réagissent les parents d'un enfant plus jeune ou d'un adolescent ou l'adolescent lui-même à ce diagnostic de surdité. J'imagine qu'il est très difficile, excusez-moi le jeu de mots, à entendre. Oui, effectivement. Et alors, l'annonce de la surdité, et comme toutes les annonces de maladies graves, comme les annonces qui peuvent se faire dans les centres anticancéreux, comme les annonces qui peuvent se faire dans les centres de dépistage anténatal, il y a toujours ça passe par plusieurs phases qui vont de la colère au déni, au refus et pour finir aux pleurs, pour finir par l'acceptation. Donc l'annonce des surdités sévères à profonde importante se fait souvent en plusieurs phases. On n'hésite pas à faire revenir les parents accompagnés s'ils le souhaitent, sans amener le petit frère, la petite sœur et le troisième qui va faire interférence, à se faire accompagner par une tierce personne si nécessaire. Donc l'annonce chez le petit est souvent difficile. On a dans notre consultation de surdité une psychologue qui est disponible pour discuter avec ces familles si nécessaire, qui nous aide beaucoup. Donc ça, c'est ce qui va concerner plutôt les petits. Chez les enfants un peu plus grands et pour ce qui concerne les surdités moyennes et plus légères, l'annonce, le diagnostic peut être longtemps mis en cause, réfuté par les parents. On va vous dire, non, vous êtes trompé, c'est pas ça, c'est ça. C'est ce qu'on disait, parce que dans l'imaginaire des parents, la surdité, c'est une surdité complète, on n'entend pas. Donc, ils ont un enfant qui réagit à un certain nombre de sons, et donc, il n'est pas possible, c'est une erreur de diagnostic. Mais excusez-moi, pardon, mais ça passe, c'est pas aussi grave, vous parliez comme dans une annonce de cancer. Pourquoi ce diagnostic est-il si difficile à encaisser, si mal? Est-ce qu'il y a une part d'inconscience? C'est quoi? C'est la rupture du lien social? À quoi pensez-vous? Vous travaillez dans un centre de surdité, donc ces enfants-là, vous les voyez tous les jours? Absolument. Pour les surdités très importantes, les surdités sévères à profondes, c'est vraiment très difficile à accepter pour les parents parce que c'est un handicap déjà qui est invisible. Il faut quand même le dire. Cette notion d'invisibilité, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine du tout. Donc c'est quelque chose d'invisible, mais quelque chose, comme vous disiez, qui va couper la relation aux autres. Donc chez un enfant tout petit, c'est évidemment problématique. Donc il va y avoir un handicap de communication et on sait qu'il va y avoir un handicap de mise en place du langage, en tout cas de développement du langage qui va être un petit peu contrarié, qui va être un petit peu plus compliqué. Ils ont très peur de ça. Et c'est vraiment les premières questions des parents, toujours vraiment dans les premiers jours, c'est est-ce que mon enfant va
pouvoir parler? Est-ce que mon enfant va pouvoir aller à l'école? Vraiment, est-ce que mon enfant va pouvoir avoir un mode de vie classique ordinaire? comme les autres enfants? Absolument, absolument. Oui, Oui, c'est un handicap aussi un petit peu partagé, parce qu'en fait, comme il y a de la communication, la personne qui vit avec un malentendant partage vraiment le handicap, puisque dans sa communication au quotidien, il va être un petit peu gêné, donc il va avoir adapté sa communication. Et puis après, il y a la réhabilitation passe principalement par un appareillage auditif, et du coup, on passe à un handicap invisible. Un handicap qui va devenir potentiellement plus visible. Et justement, on va parler effectivement des réponses, mais quand on imagine que le diagnostic doit être le plus rapide possible, où il n'y a pas cette nécessité, et s'il doit être rapide, j'ai envie de dire, alors on ne va pas faire le débat sur la démographie médicale, mais déjà il n'y a pas beaucoup de médecins, les ORL et ORL pédiatriques et autres paramédicaux sont très rares. Est-ce qu'il y a un retard diagnostic aujourd'hui de ces pathologies et est-ce qu'il a des effets délétères? Alors, est-ce qu'il y a un retard diagnostique? Je suis obligée de vous dire non. Ben on a... En fait, non. C'est bien, en fait, ça non, surprend. parce que le rôle du médecin est de faire en sorte que ce soit non. Mais c'est pas sans difficulté. Donc, bien sûr, c'est-à-dire vous priorisez quand vous avez un appel de parents qui vous dit « je suis très inquiet, mon enfant, j'ai l'impression qu'il n'entend pas bien ». Oui, bien sûr. Vous prenez en urgence. Bien sûr. Alors, en urgence, en relative urgence, oui, sur tous les contrôles de tests de maternité qui sont douteux, on les prend en urgence. Je parlais plus tard des surdités acquises dans l'enfant de 6 ans ou le jeune adolescent. Ça en fait beaucoup. Les chiffres qu'a donné Jean-Michel sont quand même assez impressionnants. Alors, on essaie de prendre en urgence, et ça dépend du degré d'urgence que vous mettez, mais bien sûr, on va dire que si nos délais de consultation actuellement sont en gros entre 5 et 6 mois, le dépistage. Et oui, désolée. On arrive toujours à trouver de la place pour tout le monde, on fait de notre mieux. Mais c'est dans toutes les régions, je pense. Pas de reproche, mais c'est une réalité. Dans tous les cas, ailleurs, c'est pire. Pour toutes les urgences, entre guillemets, et les urgences ressenties, bien sûr, on écourte le délai. Et pour tout ce qui est test auditif, on fait en sorte de le voir dans les semaines qui viennent. D'accord. Oui, vous ne laissez pas trop traîner. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que finalement, la notion d'urgence n'existe pas quand on dépiste très tardivement une surdité où on s'en aperçoit. Oui, c'est ça. C'est ça. Où est la notion d'urgence? Il n'y a pas de notion d'urgence. Et puis, je voulais revenir pour rebondir sur ce que vous avez dit. C'est la notion de déni. Je veux dire, de déni de ce diagnostic. Déni de ce diagnostic, je suis complètement d'accord. Oui. Et même quand le diagnostic a été posé, reposé et re-reposé, ils arrivent par rapport justement à la prothèse auditive avec... véritablement énormément d'a priori sur le diagnostic lui-même, qui remettent en question même en aval, c'est-à-dire au moment où on va aller construire l'avenir de leur enfant. Et notamment sur justement cette notion d'âge. Oui. Parce qu'en fait, c'est très disruptif de comprendre qu'un enfant jeune est frappé d'une presbyacousie, d'une maladie de vieux. C'est pas une maladie, mais disons que voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est très très anxiogène. Coralie, oui, je voulais juste au niveau du diagnostic pour les parents. Donc, en effet, souvent, il y a un déni, il y a un refus, mais on trouve aussi parfois l'inverse, c'est-à-dire des parents qui sont soulagés du diagnostic parce que une réhabilitation est possible, et ça explique aussi les troubles qui ont été vus chez l'enfant ou les difficultés de l'enfant. Il y a quelque chose qui est mis dessus, un nom qui est mis dessus, et une réponse qu'on peut apporter. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas... Derrière, il va y avoir une prise en charge. Absolument. Parce que, on va arriver sur la prise en charge, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a annoncé, il n'y a pas d'espoir, malheureusement, dans les cas que vous décrivez, de réparation spontanée, comme le cerveau, malheureusement, les cellules sont mortes et elles ne se régénèrent pas, c'est ça? Non, il n'y a jamais d'amélioration de surdité de perception. Donc, ce type de surdité dont on parle, les seules améliorations qu'on peut imaginer, effectivement, c'est celles qui seraient liées aux otites. Donc, effectivement, le diagnostic, on ne peut pas proposer une amélioration spontanée aux parents. Par contre, nous, on va relayer rapidement la prise en charge sur nos collègues d'audioprothèse et d'orthophonie pour l'accompagnement. Et là, le mot prothèse, donc j'imagine, il va falloir
Alors, quand vous les recevez... on essaye de parler d'aide auditive. D'aide auditive, voilà. ça passe mieux. Parce que comme vous disiez très justement tout à l'heure, on passe de l'invisible au visible. Quoi. Ouais. Des appareils, ils pensent à leur grand-père avec Et les en gros plus, appareils. c'est vrai qu'on n'appareille pas l'oreille, on appareille la perte d'audition. Donc Oui. plus la perte d'audition est importante, plus l'appareil est gros parce qu'il lui faut beaucoup d'énergie pour amplifier. Et malheureusement, sur un petit bébé de 3 mois, la petite oreille est toute petite, mais s'il est sur une surdité profonde, en fait, il va falloir un appareil qui permette d'avoir un écouteur, enfin voilà, quelque chose d'important. Et donc, c'est un appareil qui est quand même conséquent derrière l'oreille. Ça ne doit pas être simple avec les tout petits parce qu'ils ne peuvent pas vous répondre de comment ils entendent. Tout à fait, il y a des tests dédiés, mais les premiers tests sont parfois les plus simples parce qu'on a l'effet surprise. Hein. Il y a des âges qui sont un petit peu plus compliqués parce que les enfants se laissent moins approcher. Oui, ça, pas encore, mais une fois qu'ils ont compris qu'on attendait quelque chose d'eux, parfois ils en jouent ou ils sont au contraire tellement observateurs parce qu'ils ont développé d'autres techniques que c'est plus difficile de les surprendre. Et pour les enfants, effectivement, c'est vraiment très, en termes de prise en charge, qui vraiment est absolument fondamental, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'un praticien tout seul, c'est compliqué d'être assuré du résultat. Il ne suffit pas de lui poser la prothèse et de se dire, voilà, c'est résolu, voilà. il va entendre. Il faut échanger, accompagner les parents, échanger avec les parents, mais aussi avec le médecin et l'orthophoniste, parce qu'en fait, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui va nous permettre la prise en charge et d'accompagner aussi le diagnostic, parce que le médecin l'a dit, c'est l'orthophoniste le dit, l'audioprothésiste le dit, enfin voilà, ça finit par accompagner. Voilà. Mais c'est l'appareillage, c'est-à-dire, moi j'insiste un petit peu, parce qu'on va parler aussi peut-être de l'accompagnement de l'orthophoniste, qui est crucial, mais il n'y a pas, alors je vais d'insister, il n'y a pas d'opération possible, j'imagine qu'il y a des parents qui vous disent, est-ce qu'il peut être opéré, ça c'est niette. Il n'y a pas d'opération possible, la seule opération que l'on pourrait proposer, c'est dans le cas où les aides auditives ne seraient pas suffisamment puissantes. Ah, ça peut et arriver. à ce moment-là, on parlerait d'un implant cochléaire, qui est une autre méthode d'amplification du son. C'est un super appareil auditif, en fait. Mais si qui ne vous se change voulez. pas, qui est implanté comme son nom l'indique. Dont la partie externe se change. En fait, c'est comme s'il y avait une prothèse auditive qui recueillerait le son avec une partie interne qui va directement stimuler de manière électrique le nerf auditif parce que la prothèse ne suffit pas. Mais ça, on garde quand même un appareillage, on ne répare pas l'oreille. On ne répare pas l'oreille. Non. Mais on ne propose jamais l'implant en première intention, j'imagine, parce que c'est une opération quand même C'est très lourde. codifié sur tous les... Donc c'est les l'appareillage indications sont pour très toutes codifiées. ces... Et l'appareillage est à vie. En fait, c'est ça aussi qui est compliqué dans l'accompagnement des parents. Excusez-moi. Est à vie, c'est-à-dire qu'à vie, ah oui, c'est ça. pendant toute la vie de l'enfant, adulte et après, aura un appareil. D'accord. Et justement, vous parliez de toute la vie. On sait que pour ce qui concerne les adolescents, quand ils ont des troubles, il y a une période où ils n'ont plus envie. Est-ce qu'il y a des moments où ils jettent tout leur matériel et ils disent... Oui, Jean-Michel, ça là, oui, absolument, opine. Absolument. Ce qui est très frappant, c'est quand on suit, justement, parce que, justement, je fais juste cette parenthèse par rapport au suivi. C'est chez l'enfant et chez tout patient appareillé, il y a un accompagnement, mais chez l'enfant, c'est un accompagnement d'une équipe pluridisciplinaire, parce que cognitivement, ça foisonne. C'est en pleine ascension. C'est pas une cognition déclinante. Donc il faut vraiment l'accompagner. C'est pour ça que finalement, quand on appareille des enfants qui ont par exemple 2-3 ans et qu'on les revoit ados, donc on les a suivis, on a suivi donc la famille, les parents pendant des années, c'est très particulier comme relation qui s'instaure. Et en fait, on s'aperçoit que l'ado, lui, a tendance, dans certains cas, à aller justement pour... ce fameux handicap visible qui devient visible pose une problématique de socialisation, en fait, de sociabilisation aussi. Et le rôle de l'orthophoniste, parce que vous avez un rôle crucial. On a un rôle, comme dit Clarisse, vraiment un rôle vraiment pluridisciplinaire. On doit tous travailler ensemble pour faire avancer. Parce qu'il faut continuer d'accompagner le langage, etc. C'est ça pour simplifier votre tâche, votre mission. Voilà, alors toujours pareil, ça dépend vraiment... de l'âge de l'enfant au moment où la surdité est apparue. Alors, quand il est jeune, dites-nous, alors expliquez-nous, quand il est jeune et quand il est ado, vous intervenez aussi quand ils sont ados ? Alors, quand ils sont ados, c'est plus à leur demande, parce qu'ils ont un droit de regard qu'un tout petit n'a pas, en fait, qu'un moins, en tout cas. Vous êtes contents, les petits qui nous regardent. Oui. C'est surtout aussi en fonction de l'importance de la surdité. C'est toujours les mêmes critères, mais on est là, en effet, pour
dans le sillage de l'audioprothésiste, d'accompagner aussi ses parents dans leur cheminement, déjà en première intention. Pour l'enfant tout petit avec une surdité profonde, ça va être, par exemple, lui apprendre à découvrir le monde sonore qu'il ne connaît pas du tout. Il a maintenant des appareils, il porte maintenant un appareillage. Quand il arrive chez nous, il ne connaît pas du tout encore l'environnement sonore, si on imagine qu'il ne l'a jamais entendu. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc il faut lui expliquer, lui décrypter. Voilà. Donc on doit lui proposer toutes sortes d'activités, de tâches particulières pour apprendre ça. On est là aussi... Pardon, je me permets d'intervenir. Dès le plus jeune âge, dès les premiers mois, dès le diagnostic, dès la prise en charge prothétique. Et on préconise même de débuter avant l'appareillage si l'enfant est déjà... en situation... s'il est déjà dépisté. On est là aussi chez l'enfant avec une surdité importante et petit pour l'aider à la mise en place du langage qui ne va pas se faire... En fait, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a pareil que l'audition est normale et que tout va se passer naturellement. Oui, merveilleusement bien. C'est pas du on-off, j'imagine. C'est pas je mets un appareil et puis c'est génial, je suis comme mes petits copains. Absolument. Donc on est là aussi pour l'accompagner dans la mise en place du langage, être sûr que ça se mette en place correctement et dans des délais... et voilà, donc dans l'accompagnement du langage pour l'enfant plus jeune, pour l'enfant plus grand, ça peut être juste un travail un petit peu plus classique d'orthophonie générale sur la prise en charge, par exemple, des sons de la parole qui sont mal articulés chez un enfant un petit peu plus grand avec une surdité peut-être moins importante, et une rééducation orthophonique qui ressemble, en fonction de l'âge et de la surdité, à des rééducations classiques. Je voulais, il nous reste très peu de temps, et je voudrais quand même qu'on parle un peu de prévention. Et d'ailleurs, c'est peut-être je fais le lien. Est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles, ou est-ce que sur cette surdité, parce que je le faisais un peu en lien avec l'écoute de musique, mais en fait, ils écoutent tous. Alors, je voudrais un petit peu, parce que voilà, on veut tous éviter d'en arriver là. Tout n'est pas évitable, et Dr Bayeux a rappelé un petit peu les situations, mais il y a une grosse partie évitable. Si vous aviez vraiment rapidement des messages à adresser aux parents et peut-être aux jeunes eux-mêmes directement, quel serait-il ? Un message simple à retenir. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? Alors, si effectivement on se restreint aux surdités induites par le bruit et à la fatigue auditive, le vrai conseil, c'est reposer vos oreilles. Mais reposer, clairement, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire éteignez votre musique, votre téléphone, votre casque, faites des pauses de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ne passez pas toute la journée avec un casque sur les oreilles. On peut conseiller aussi aux adolescents de régulièrement vérifier si la musique est entendue par l'entourage quand ils ont un casque. Ça veut dire que c'est trop fort. Ah bah oui, j'imagine. On peut aussi leur conseiller de régler le niveau sonore avant de monter dans un bus, parce que le bruit va monter, donc ils vont avoir tendance à augmenter le volume aussi dans le bus, donc ils rajoutent les 2 bruits qui se cumulent. D'accord. Et pour les... Pardon, oui. C'est-à-dire aussi peut-être éviter les traumatismes sonores, par exemple dans les concerts. Alors les ados ne sont pas d'accord pour le faire, mais de mettre des bouchons d'oreille pendant les concerts. Pendant un concert, vous voulez leur demander de mettre des bouchons d'oreille. Alors, mais bon courage. Alors pour le coup, les bouchons, vraiment les bouchons d'oreille, alors pas comme ceux quand on dort, mais vraiment faits sur mesure par un audioprothésiste. On entend absolument toute la musique, on entend l'intensité de la musique, et ça coupe vraiment les intensités trop fortes et qui sont délétères pour l'oreille. Ça, ça a des valeurs préventives pour les adolescents. Les parents peuvent venir aller chercher des bouchons d'oreille. Et on profite quand même de la musique. Et la musique, dans des concerts, il y a aussi beaucoup de vibratoires. Donc ça, on continue de les ressentir. Donc non, les bouchons, c'est vraiment important. Et pour les enfants plus jeunes... Oui, pardon, Jean-Michel Savon. Non, mais je dirais que la problématique, c'est l'information. Parce que quand on prend une population étudiante, par exemple, comme sur le bassin niçois, il y a à peu près 32 000 étudiants, et qu'on échantillonne et qu'on pose certaines questions sur est-ce que vous avez été traumatisé lors d'un concert, est-ce que vous avez eu des bourdonnements après une fête, etc. Et beaucoup de gens disent oui. Ouais. Mais sauf qu'ils ne savent pas à ce moment-là précisément ils ont des oreilles qui ont été polytraumatisées. Et que ça ne va pas se réparer. Et que ça ne va pas se réparer, qui plus est. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a véritablement une information en amont sur les risques encourus, déjà. Bien et sûr. là, je parle bien évidemment
des ados, parce que la pédiatrie, ça fait 18-20 ans. Là, on est un peu borderline, mais j'en parle quand même parce que c'est quand même un grand nombre, une grande population. Et pour les enfants les plus petits, parce que vous l'avez abordé rapidement, mais un message aux parents d'enfants plus jeunes, ne les laissez pas devant la télé trop longtemps ou face à un jeu, même un jeu qui a l'air très bien fait, hein, une émission très bien. C'est ce bruit permanent. Surtout pas de casque. Pas de casque. Surtout pas de casque. Ouais. Sauf les Le casques message anti-bruit. peut-être pour les plus petits, les parents d'enfants plus petits, serait de s'écouter eux et de ne pas hésiter à consulter en cas de doute. Parce que la prévention va passer par une prise en charge précoce. Ah, oui. C'est très intéressant. C'est un peu votre mot de la fin parce qu'on arrive au terme. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose. Non, Il est parfait. Merci. Coralie, vous avez un petit mot pour Un petit mot conclure de la à destination des parents ou des jeunes eux-mêmes? Je pense d'être pareil, sans mauvais jeu de mots, d'être à l'écoute vraiment des signes d'appel qui peuvent faire penser à un trouble auditif. Et comme dit Sonanda, vraiment quelque chose à prendre en charge rapidement. Oui, même si le diagnostic peut faire peur, n'hésitez pas à consulter. Absolument. Clarisse? Alors moi, je serais plutôt sur la prévention. On parle beaucoup de bruit, mais je pense qu'en tant que parent, il faut aussi parler du silence. C'est-à-dire que... On n'aime plus le silence. Essayer de travailler sur le silence et avoir des moments silencieux, parce qu'il y a toujours du bruit tout le temps, dans la maison ou autre. Même on met la télé, on met la musique, mais on n'apprend pas nos enfants à rester dans le silence. Et il faut se rappeler que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils avaient que le bruit de la nature Voilà. qui venait. Et nos oreilles, il paraît qu'elles n'ont pas beaucoup évolué depuis. Donc finalement, Et c'est pas on facile. n'est pas vraiment habitué à recevoir tous ces bruits. Jean-Michel, Alors moi, je dirais finalement, c'est un adage, manager, c'est anticiper. L'anticipation d'aujourd'hui, en se tournant vers justement tout ce qui est problème auditif chez nos jeunes, c'est fondamental parce que ça va nous permettre justement de bien manager un problème sociétal fort dans un avenir proche. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vont être malentendants bien avant nos papy-boomers d'aujourd'hui, et qui seront dans une forte pression sociétale et socio-professionnelle et familiale au moment où ça arrivera. Parce que nos papy-boomers aujourd'hui, ce sont des jeunes retraités, avec plein d'envie. Plein de désirs, plein de projets. Par contre, avec beaucoup moins de stress qu'une surdité qui va être, qui est liée au bruit sur un temps imparti, et à 40-45 ans, en pleine maturité socio-professionnelle et familiale, avoir ce stress de mal entendre et de devoir se faire équiper, c'est beaucoup plus complexe. Donc, manager, c'est anticiper. Anticiper, c'est prévention, c'est dépistage, continuer avec toutes ces belles équipes pluridisciplinaires pour l'accompagnement, pour éviter justement une catastrophe sociétale dans un avenir proche. Et donc, c'est manager cette future catastrophe qui viendra, parce que bien évidemment, d'un point de vue démographique, et comme je le rappelais, le comportement lié au son est tellement particulier aujourd'hui que il faut revoir tous les fondamentaux pour que ça se passe bien à l'avenir. Bon, on va quand même essayer d'éviter cette catastrophe. Je vous remercie infiniment tous d'avoir participé à cette émission que vous pourrez retrouver sur les sites de Nice Matin ainsi que le Facebook de Nice Matin. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.